Alors, les années passent et il y a effectivement les menaces de guerre. Il y a les menaces de guerre. Nous savons qu'il y a l'Allemagne dont la population, ou tout au moins une grande partie de la population, et en particulier l'armée, n'accepte pas le traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est lorsqu'il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, à la fin de la guerre, les pays vainqueurs ont imposé à l'Allemagne vaincue et à ses alliés, comme l'Autriche, comme tous les pays qui étaient du côté de l'Allemagne, on leur a imposé des sanctions et des réparations pour les dégâts qu'ils ont causés dans les pays vainqueurs. Et dans les années qui ont suivi ce traité de Versailles, une grande partie de la population n'acceptait pas les conditions de ce traité et il y avait un grand esprit de revanche qui se manifestait dans cette population. Et surtout que après la guerre, il y a eu en Allemagne une situation économique, une crise économique énorme, considérable. Dans un pays comme l'Allemagne à l'époque, c'était très impressionnant. Il y avait 6 millions de chômeurs pour 60 millions d'habitants. 6 millions, c'était énorme. Et il y avait une inflation, quelque chose que je crois qu'on n'a jamais connu en Europe. Une inflation, pour ceux qui n'ont pas une idée de ce que c'est quelqu'un qui va acheter une baguette de pain avec son argent. Quand il vient le lendemain, avec la même somme, il n'a plus que la moitié de la baguette. Il vient le surlendemain, il n'a plus que le tiers de la baguette parce que la valeur de son argent diminue. Et ça a créé une situation de crise économique telle que ça a permis à tous les revanchards allemands de créer un parti qu'on appelait le parti des nazis, N-A-Z-I, N, national, A, Arbeiter, c'est travailleurs, et Z, et I, je ne me souviens plus, mais ce sont des initiales de leur parti. Et donc ce parti nazi, profitant de la crise économique où tout le monde voulait s'en sortir, ils ont porté Hitler, un espèce d'homme paranoïaque, sanguinaire, quelque chose d'inimaginable. Ils l'ont porté au pouvoir. Ils se sont laissés avoir par les propositions démagogiques. D'ailleurs, toutes les crises économiques sont des terreaux qui sont propices pour l'installation des dictatures. Et à partir du 30 janvier 1933, c'est un dictateur qui a dirigé l'Allemagne. L'Allemagne n'avait pas le droit, selon les textes du traité de Versailles, n'avait pas le droit de se réarmer. Et cependant, clandestinement, ils ont réussi à se réarmer. Et une fois qu'ils se sont sentis assez forts, la première des choses, ça a été, ils ont envahi une partie de la Tchécoslovaquie. Ensuite, ils ont envahi l'Autriche. Et puis, en fin de compte, ils ont envahi la Pologne. Je résume, parce que vos profs d'histoire pourront vous préciser ces questions si ça vous intéresse. Ils ont envahi la Pologne et comme la France et l'Angleterre
avaient des accords militaires de défense avec les Polonais, la France et l'Angleterre, à partir du mois de septembre, s'est senti engagé, s'est senti entraîné dans cette guerre. Alors cette guerre, c'est très curieux, elle a commencé au mois de septembre 1939. Alors les souvenirs que j'ai, en 1939, j'avais 11 ans. Les souvenirs que j'ai, ce sont les affiches qui annonçaient la mobilisation de tous les hommes jusqu'à, je crois, 50 ans, qui étaient affichées partout. Ensuite, ce que je me souviens, c'est que dans de très nombreux immeubles, il y avait des affichettes à l'entrée des immeubles où il y avait marqué « Dans cet immeuble, on peut, en cas de bombardement, on peut accueillir dans nos caves 50 personnes ou 60 personnes, etc. » Ça, c'était répandu partout. Il y avait des caves qui étaient appropriées pour recevoir, en cas de bombardement, des gens qui voulaient se protéger. Toutes les voitures qui roulaient à l'époque, les phares étaient peints en bleu foncé pour que les avions ne puissent pas avoir de clarté lorsqu'ils devaient bombarder. Toutes les fenêtres de chez les gens, ils devaient avoir des rideaux ou des peintures foncées de manière à ne pas émettre de lumière à l'extérieur. Il y avait d'ailleurs une nouvelle profession qui a fait son apparition. Ça s'appelait les vérifiants d'îlots, les îlots. C'était des gens qui avaient des gros sifflets qui passaient dans les rues et partout où ils voyaient que des rideaux étaient mal fermés, ils sifflaient et menaçaient d'amende ceux qui ne fermaient pas bien leurs fenêtres. Je me souviens de toutes ces scènes. Et puis en fin de compte, quelque chose qu'il vous faut imaginer pour vous représenter ce que c'était les masques à gaz. Comme pendant la guerre de 1914-1918, la guerre qui a précédé, les Allemands ont utilisé des gaz qui ont fait des dégâts considérables. On pensait que avec les avions, ils pouvaient lancer des bombes avec des gaz, et donc pour s'en prémunir, toute la population était munie de masques à gaz. Alors même les enfants, même les petits, tout le monde allait dans les centres appropriés pour essayer des masques à gaz qui étaient bien ajustés. C'était un espèce de récipient rond. Le masque à gaz était à l'intérieur. Bon, il se fait que les Allemands, ils ont utilisé les gaz, mais ils les ont utilisés dans les camps de concentration. Pendant la guerre contre la France, ils ne les ont pas utilisés, donc on a eu des masques à gaz qui n'ont pas servi. Alors, il s'est passé une période curieuse qu'on a appelée la drôle de guerre. Il y avait une période, la guerre a été déclarée le 2 septembre 1939. Et puis pendant près de 9 mois, il ne se passait pratiquement rien. Il y avait un coup de fusil de temps en temps. Les Allemands étaient dans leurs tranchées d'un côté et les Français de l'autre. Et les Français se sentaient protégés par des fortifications qu'on appelait la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'était des fortifications vraiment très difficilement combattables, c'est-à-dire qu'elle était pratiquement imprenable telle qu'elle était conçue pour nous protéger contre une invasion allemande. Mais il se fait qu'à partir du mois de mai, le 10 mai 1940, c'est-à-dire 9 mois après la déclaration de la guerre, lorsqu'il y a eu la première offensive des Allemands, les Allemands ne se sont pas dirigés vers la ligne Maginot, ils sont passés par la Belgique,
qui était un pays neutre, qui n'avait pas le droit. Ils sont passés par la Hollande, qu'ils n'avaient pas le droit de faire, puisque c'était des pays neutres. Et donc, ils ne se sont pas affrontés à la ligne Maginot. Et c'est comme ça que des nuées de tanks allemands, et là, les Français, les militaires français n'étaient pas préparés à ce genre d'offensive, parce que pendant la guerre de 14, il y avait une tranchée de Français, une tranchée d'Allemands, on se tirait dessus, c'était comme ça, tandis que là, il n'y avait plus de tranchée, c'était une invasion de tanks que personne n'a pu arrêter. Ils ont commencé leur offensive au mois de mai 1940, et en fin de compte, le 14 juin, c'est-à-dire, je crois, 5 semaines après leur offensive, ils occupaient Paris. Ils ont occupé Paris et à partir de là, le gouvernement qui s'est mis en place à ce moment-là était dirigé par un homme qui était le maréchal Pétain. C'était un homme qui s'était illustré pendant la guerre de 14, mais qui, à ce moment-là, a absolument failli à son devoir de militaire, de français. Il s'est soumis entièrement à la volonté des occupants. Les occupants, c'était naturellement les troupes nazies, les troupes allemandes, et dans les accords qui ont été passés entre la France et les Allemands occupaient à peu près les 2 tiers de la France. Ça s'appelait la zone occupée. Et il y avait à peu près 1 tiers de la France, dans le bas de la France, qui, elle, était considérée comme étant la zone libre, la zone où il n'y avait pas d'Allemands. Le gouvernement de Pétain, qui s'est mis à la solde des Allemands, s'est installé à Vichy. On l'appelait donc le gouvernement de Vichy.